On démarre notre Space Talk après les bouteilles de vin dans l'espace. Space Cargo Unlimited est passé à la vitesse supérieure et annonce il y a quelques semaines la création d'une usine dans l'espace. Une impressionnante ambition pour une start-up, ambition qui en dit long également sur les mutations du secteur spatial et qui nous projette vers un tout nouvel horizon, celui des entreprises privées en orbite autour de la Terre. Alors nous avons Nicolas Gomme en plateau avec nous. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous êtes le cofondateur de Space Cargo Unlimited, mais également le cofondateur de l'entreprise Orbit qui forme des astronautes touristes ou commerciaux. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot, c'est encore un autre vaste sujet, mais vous êtes aussi en charge du développement des activités spatiales au niveau mondial pour Microsoft. C'est important de le préciser. Vous faites le pont entre l'industrie et la société Microsoft en matière de tout ce qui concerne le business spatial. Alors vous êtes ici parce que vous avez dévoilé votre projet de flotte de laboratoire / usine. Vous allez nous préciser tout ça en orbite terrestre lors d'un sommet au Luxembourg. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément? Parce que ça paraît assez dingue quand même. Hein. Pas tant que ça, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on fait de la recherche sur la station spatiale, précédemment sur la navette spatiale et d'autres véhicules, sur les effets, notamment de la microgravité, sur tout un tas de processus dans les sciences de la vie, dans les nouveaux matériaux, et qu'on a découvert au fil de ces années de recherche des propriétés extrêmement intéressantes qui permettent de créer des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre, qui sont soit très difficiles, soit carrément impossibles à créer sur Terre. Donc on a déjà depuis 30 ans une vraie connaissance de l'opportunité de l'espace pour la Terre, pour l'industrie pharmaceutique, pour l'agriculture, pour des usages très opérationnels, très concrets. Maintenant, l'accès à l'espace reste encore aujourd'hui complexe, coûteux, peu fiable. Et c'est ce que nous voulons changer avec Rev One, que nous voulons être la première usine de l'espace pour la Terre. Mais alors à quoi ça va ressembler? Alors Rev One, c'est un véhicule spatial qui globalement s'inspire et est construit sur l'héritage des programmes spatiaux européens IXV et aujourd'hui Space Rider. Il est construit par notre partenaire Thales Alenia Space. Et c'est un véhicule qui fait à peu près 4,50 m de long, donc une tonne de payload pressurisé, 1200 litres de volume, qui va voler pour 2 mois, à son bord des unités de production automatisée, une imprimante 3D. C'est important de le préciser. Alors c'est un élément même fondamental, parce que ce que l'on a vu dans les raisons qui empêchaient cette production à l'échelle, c'est qu'effectivement l'être humain est une contrainte considérable. Alors à la fois c'est extrêmement utile d'avoir des humains comme sur la station spatiale, c'est de laborantin qui permettent de regarder de manière extrêmement fine des processus, mais quand on a identifié un processus qu'on veut passer à l'échelle plus industrielle, l'humain amène des contraintes de coûts, des contraintes de sécurité, des contraintes de coûts considérables. Et puis, objectivement, si vous avez des plantes comme ce que nous avons développé sur la station spatiale, des plants de vigne, ce que vous avez envoyé, c'est important de le rappeler, c'était la mission WISE avec Space Cargo Unlimited il y a 2 ans. Donc vous avez envoyé des bouteilles de Pétrus, mais surtout des serments. Voilà, Space Cargo a démarré il y a maintenant un certain temps, en 2014, avec l'idée qu'on pouvait fabriquer dans l'espace des produits à valeur ajoutée pour la Terre. Et la première mission que nous avons faite, c'était sur le sujet de l'agriculture et de la viticulture. Et une des missions clés que nous avons fait avec le CNES, l'Agence spatiale européenne, et puis l'INRAE et un partenaire essentiel qui est le groupe Mercier, un des plus grands pépiniéristes viticoles au monde, c'est de faire d'exposer 320 plants de vigne à l'environnement spatial pendant 10 mois. Et cette exposition à l'environnement spatial a créé un stress considérable sur les plantes qui les a fait évoluer pour leur donner une résistance accrue et naturelle et puissante au stress lié au changement climatique. Donc on a quelque part on a généré une nouvelle variété, si je peux très simplifier, de vignes par l'exposition à l'espace. Ce qui peut m'amener à vous parler plus largement des bénéfices de l'espace, et je pense que ça peut être intéressant d'expliquer le pourquoi. Mais c'est ça, parce qu'on peut se dire, on peut se dire, entre payer un voyage dans l'espace et une salle blanche, c'est quand même pas le même coût. Alors qu'est-ce que véritablement va changer cet environnement spatial? Vous disiez que c'est impossible de recréer les conditions sur Terre, mais est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que financièrement, le coût qu'on mettrait pour aller dans l'espace, on ne peut pas le mettre sur Terre? Tout à fait. Alors, que des bonnes questions. Le coût aujourd'hui, effectivement, il est encore très élevé et c'est un des éléments fondamentaux sur lesquels on va revenir. Mais le pourquoi, déjà, pourquoi? Alors, de fait, je vous confirme, on ne peut pas créer un état d'absence de gravité prolongée sur Terre. On peut
le simuler. Il y a une très belle entreprise Novespace, qui est une filiale du CNES, qui opère des avions 0G, des avions qui font des vols paraboliques, et pendant quelques dizaines de secondes, on a un état de microgravité. On dit micro parce que on a toujours un petit peu de gravité, bien évidemment, mais de chute. L'état de chute permanente que permet un vol suborbital à 400 km. Il y a des expériences dans ces vols qui sont... Oui, absolument. Et nous en faisons nous-mêmes. Enfin, c'est complètement essentiel pour préparer des équipements, des matériaux. Mais pour obtenir un impact durable, l'environnement prolongé, et en l'occurrence, on parle de 2 mois pour ce qui sont de nos missions, est impossible à recréer sur Terre. Alors après, à quoi ça sert ? Alors, pour des raisons différentes et des applicatifs différents. Donc, ce que nous avons fait, l'agriculture et les plantes dont on parlait à l'instant, on a exposé des plantes dans un état très jeune de leur développement à cette absence de gravité. Il faut savoir que la gravité, c'est le seul paramètre de la vie qui, depuis 4,5 milliards d'années, n'a jamais bougé sur Terre. Dans les paramètres principaux de la vie. Tous les autres, température, pression, humidité, luminosité, ont bougé de manière titanesque. Il y a eu des variations de température entre l'âge glaciaire que nous avons connu, des périodes plus tropicales, significatives. Et dans ces moments-là, des espèces sont mortes, d'autres ont évolué, d'autres sont nées. Et toutes ces évolutions darwiniennes ont toujours eu ce point d'ancrage qui était la gravité. Ce qui fait que notre structure inhérente à tout ce qu'il y a sur la Terre est vraiment construite fondamentalement autour de la gravité. A priori, on ne va pas la perdre demain. Non, mais ce que je veux dire, ça veut dire que quand on l'enlève, on crée le stress le plus absolu qu'un être vivant puisse connaître. Et de fait, la vie est formidable, elle trouve des stratégies de défense. Et ces stratégies de défense rendent et en l'occurrence pour ce qui nous concerne, ces plantes, plus résistantes à des stress moindres, qui sont les stress hydriques, les stress thermiques, voire des pathogènes qui sont liés au changement climatique. Donc typiquement, on a mis avec l'INRAE ces plants de vigne, Cabernet Sauvignon, Merlot, on les a exposés pendant ces 10 mois sur la station, elles sont revenues, on les a replantées avec les sarments qu'on avait laissé sur Terre dans les mêmes conditions, et on a regardé les différences et on a étudié. C'est un programme qu'on a démarré donc effectivement en 2016. On a envoyé on a envoyé 3 vols entre 2019 et 2020. Les plantes elles-mêmes sont parties en mars 2020 avec SpaceX. Elles sont revenues début 2021. On a planté tout de suite, et là on est donc fin 2022. On a 2 générations de plantes. On aura une 3e l'année prochaine, et ces plants, pour certains, ont démontré des qualités très supérieures de résistance au stress hydrique, au stress thermique, au mildiou. Donc on va continuer nos travaux, et d'ici 2024, avec Mercier, on veut mettre ces plants de vigne sur le marché et offrir aux vignerons du monde entier des plants de vigne naturellement plus résistants au changement climatique et complètement bio. Alors c'est peut-être une valeur ajoutée concrète d'un projet commercial. Que vous nous dites, c'est qui va utiliser REV1 pour aller dans l'espace ? Alors d'autres gens, donc là typiquement l'industrie, les startups. Donc ça c'est un élément concret d'usage de l'agriculture. Il y a des éléments très intéressants. Je vais vous en donner 2 grands. Les matériaux, quand on fait des alliages sur Terre, vous mettez un matériau lourd, un matériau léger, par la gravité, le lourd va en bas, le léger va en haut. Vous n'avez pas un alliage homogène et parfait. Vous faites la même chose dans l'espace, vous avez un bien meilleur alliage. Il y a des matériaux qu'on peut difficilement fabriquer. Il y a une fibre bien connue pour ceux qui s'intéressent au sujet, qui s'appelle Ziblan, qui est à base de fluor, qui sur certaines fréquences est beaucoup plus conductrice que d'autres fibres, et on peut très difficilement la fabriquer sur Terre. On peut la fabriquer très bien dans l'espace. Dans la microélectronique, plus on va aller vers de l'électronique de précision, on a besoin de salles blanches parfaites. L'espace peut permettre d'avoir des salles blanches parfaites naturellement. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas faire une chaîne de production dans l'espace. Alors, là, on peut faire des choses. Vous savez, une unité de production, la fibre dont je parlais, elle fait ces dimensions-là, et elle peut faire des dizaines de mètres de fibres, des fibres qui valent des centaines de milliers d'euros Donc, ce serait rentable d'aller produire dans l'espace. Oui, on ne regarderait pas ça si ce n'était pas à produire. Les plantes, on a envoyé 320 plantes. Aujourd'hui, on a 4000 plantes dans les serres de l'INRAE. Ça multiplie par 100 à chaque cycle. On en aura des dizaines de milliers, et ces plants-là, on les vendra, et on n'aurait pas pu créer cette évolution et cette variété sans avoir eu l'exposition spatiale. Dans le domaine des sciences de la vie, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, il y a des choses absolument incroyables. Les cellules souches se développent 10 fois plus vite, et on a énormément d'opportunités. En fait, dans tout ce qui touche les changements d'état, quand on passe au liquide, au gazeux, du gazeux au solide, il y a des possibilités de faire des choses qu'on ne peut très difficilement faire sur Terre. Aussi des exemples concrets, c'est la cristallisation de protéines qui permet d'avoir des protéines plus faciles à comprendre pour développer des médicaments de nouvelle génération. Mais est-ce que ces cibles-là, elles doivent nécessairement avoir un budget pour aller dans l'espace ? Parce que là, encore, on parle d'un coût conséquent. Vous parliez de SpaceX tout à l'heure, qui vous a amené dans l'ISS. Qui vous amènera en orbite ? Qui amènera REV1 en orbite ? Est-ce que vous le savez déjà ? Donc aujourd'hui, notre objectif avec REV1, c'est effectivement faire en sorte que ça soit une unité de production qui soit à un coût très accessible. C'est même notre obsession première. Donc le véhicule lui-même
on est assez malin, on réutilise encore une fois un programme tiré par l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne qui s'appelle XV Space Rider. Ça nous permet de ne pas engager des coûts considérables pour développer des technologies clés. Et ça, c'est tout le mérite. On va à Thales Alenia Space, notre partenaire de fabrication, avec toute son intelligence et son talent. Nous, on est très centré sur l'aménagement intérieur, sur tout ce qui va être l'infrastructure de fabrication. Oui. Ça fait, nous, en tant qu'entreprise, ça fait 7 ans qu'on développe ce savoir-faire. Notre équipe sont des anciens, notamment d'Airbus Defence and Space, qui faisaient ça pendant les 15 années qui ont précédé. Donc, on a 20 ans d'expérience dans le domaine. Et on a aujourd'hui une relative sérénité sur le fait que notre outil est vraiment pensé pour permettre de fabriquer cette variété d'opportunités. Après, le coût de lancement est un coût effectivement significatif. Et de fait, on a aujourd'hui des options qui n'existaient pas encore et qui n'existent même pas encore aujourd'hui, qui existeront fin 2025-2026 pour abaisser le coût de lancement et arriver à un coût pour les Sanofi, les entreprises pharmaceutiques. Alors, je cite Sanofi, on ne leur parle pas, mais qui en aimerait parler, par exemple. Bien sûr. On parle avec mais ça, c'est des gens qui ont les moyens. Ça veut dire qu'on sera plutôt dans l'industrie pour commencer et les startups plus tard. Alors, il y a différentes raisons qui font que l'industrie pharmaceutique a externalisé beaucoup de sa R&D à des biotech. Donc, on travaille aujourd'hui surtout avec des biotech, avec des biotech spécialisées. On a énormément d'opportunités qui se développent. En fait, on crée une plateforme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on garde un focus sur la fabrication, aussi le test dans l'espace, qu'on baisse les coûts d'accès, des usages prospèrent. On a par exemple aujourd'hui énormément on a des clients dans le domaine de l'IoD, IOV, dans les tests d'équipement. Il y a 20-25% des satellites qui peuvent créer des pannes dans l'espace. Les tester dans l'espace, les faire revenir, permet de valider un certain nombre de choses essentielles pour des programmes qui peuvent dépendre de composants clés. Donc on a des industriels qui viennent nous voir aujourd'hui pour tester des équipements dans des programmes plus larges. Donc on a une variété de clients et de variété d'opportunités. Tout ça va aussi dépendre, et c'est en ça que peut-être vous êtes optimiste dans votre approche économique, des acteurs qui vous donneront accès à l'espace. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, des lanceurs. Donc on a SpaceX, Rocket Lab, on n'a pas beaucoup de lanceurs légers. Vous avez besoin de quelle charge utile déjà pour envoyer Rêve One ? Nous, on est un peu plus de 2 tonnes 5. Donc effectivement, c'est une catégorie qui est plus lourde que la plupart des lanceurs qui s'adressent à des nanosats et des charges plus de centaines de kilos. Mais un certain nombre de ces acteurs-là ont l'ambition de développer des gammes de lanceurs qui peuvent accommoder notre taille. On discute avec la plupart d'entre eux. Et aujourd'hui, je vous assure qu'on a des solutions de lancement. Alors, il y a des acteurs institutionnels comme Arianespace, Avio, avec lequel Avio est un lanceur évident pour nous parce qu'il a lancé XV, il lance Space Rider, il est particulièrement Vega-C. Voilà, il a un certain coût, mais c'est des gens fiables et robustes. Donc, on a évidemment des discussions avec eux, mais on a des discussions avec des acteurs nouveaux qui promettent, avec lesquels on a des perspectives de coûts de lancement bien inférieures. C'est intéressant le modèle que vous avez choisi avec Thales Alenia Space, c'est-à-dire qu'ils sont constructeurs. Vous êtes du côté de la commercialisation, de la conception à l'intérieur de cette expertise qui va fonctionner, cette technologie qui va séduire vos clients. Il y a aussi un rapport comme dans l'aéronautique avec les compagnies aériennes et les constructeurs aériens. Ça, c'est un nouveau modèle que vous apportez au secteur spatial. Tout à fait. Alors, on est plus dans un modèle, je sais pas, Renault, Valeo. Enfin, en leçon, on est fabless et on a effectivement concentré nos équipes d'ingénierie sur les payloads, la fabrication, les processus qui vont être ceux qui intéresseront les industriels, les laboratoires de recherche, les biotech et autres avec lesquels on travaillera. Néanmoins, on est architecte du programme puisque, au final, on est responsable des coûts qu'on va opérer et c'est un véhicule qui nous appartient. Mais de fait, l'alliance avec Thales est une alliance extrêmement critique et je crois, intéressante pour Thales, qui développe une agilité et la capacité de servir des acteurs commerciaux. Nous ne sommes pas les premiers. Thales Alenia Space travaille avec Axiom sur des modules de leur station spatiale privée et a historiquement toujours été en appétit de contrats complémentaires à leurs grandes commandes institutionnelles. Donc, on trouve des gens remarquables avec qui on travaille énormément. Quant à nous, effectivement, on veut amener un mode de collaboration avec des acteurs comme ceux-ci, beaucoup plus dans la performance, en alignant finalement ce qu'on fabrique avec le coût d'exploitation, la performance, c'est-à-dire la durée. Et de fait, nous avons dans l'ambition de créer un véritable garage avec Thales qui va nous permettre de remettre en forme notre véhicule après chaque vol, de prolonger sa vie et d'aligner finalement la performance avec les coûts d'exploitation. Et de fait, c'est effectivement le modèle de l'aviation. Quand un fabricant de moteurs travaille avec une compagnie aérienne et un constructeur comme Airbus, il a un intérêt à faire en sorte que l'usure des pièces, du matériel soit performant. Et donc, il y a un alignement avec des contrats et des accords commerciaux qui reflètent ça. Et c'est vrai que ça n'existe qu'assez peu dans l'espace et on va innover dans ce domaine.
Alors, on peut parler un peu de chiffres quand même. On parlait de cet optimisme, cette projection vers un nouvel horizon qui serait d'envoyer des sociétés privées dans l'espace. La banque Morgan Stanley, elle estime que la fabrication dans l'espace représentera un marché de 10 milliards de dollars d'ici 2040. Et alors, j'ai lu quelque part que vous pensiez que ce serait plus et plus tôt, c'est-à-dire le double d'ici 2035. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Quels sont les jalons qu'on va franchir et qui, pour vous, nous permettront d'obtenir 80 milliards de marché d'ici 2035? On n'a pas dit 80 milliards, c'est un peu proche des 25-30. Néanmoins, c'est un marché significatif. Oui, pardon, alors, bien sûr, 25 milliards. Mais en toute sincérité, c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire que je viens du numérique, je fais un certain nombre de start-up dans différents domaines. J'ai toujours été fasciné par l'économie des plateformes. Un exemple qui va sans doute parler à tout le monde, les applications pour mobile. Aujourd'hui, les applications pour mobile, c'est un marché de centaines de milliards d'euros. Avant qu'il y ait un iPhone et puis que Google, il y avait des téléphones. Il y avait Sony Ericsson, il y avait Nokia et il y avait des applications. Mais c'est vraiment parce que Apple, en premier, a créé une plateforme accessible, des coûts de distribution qui permettent de toucher des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'utilisateurs de manière très simple, qu'a pu prospérer une économie de l'usage. Donc, clairement, notre infrastructure, elle aura l'opportunité de générer des opportunités parmi ceux qui travaillent déjà sur des programmes de recherche confirmés, qui bénéficient de l'espace et qui vont pouvoir libérer de nouveaux produits. Comme je l'ai dit, ça fait 30 ans qu'on a aujourd'hui documenté dans les sciences de la vie, dans les nouveaux matériaux, dans l'agriculture, tout un tas d'opportunités. Ça reste compliqué, difficile, cher, pas fiable non plus aussi. Nous, on veut amener la fiabilité, c'est-à-dire qu'on va bien au-delà du véhicule, on veut être capable d'avoir des dates de lancement fermes, de proposer tous les services qui accompagneront un industriel ou une start-up qui s'intéresse à ces opportunités et d'amener effectivement des coûts qui soient bas. Et puis après, il y a un phénomène vertueux, c'est-à-dire que plus il y a d'opportunités, plus le coût se stabilise et baisse, et plus on passe de... Vous savez, c'est le rocher de Sisyphe aujourd'hui. On a des choses et on retombe et on passe dans l'effet boule de neige avec la boule qui grossit en tombant dans la... Vous n'avez pas peur qu'au bout d'un moment, ce ne soit plus l'objectif de l'industrie d'aller dans l'espace ? Moi, l'espace est un moyen. Donc, aller dans l'espace pour les industries, la pharmacie, les nouveaux matériaux, ça devrait être rien d'autre que faire un choix opérationnel. Et clairement, c'est l'environnement spatial et ses spécificités qu'on ne peut pas recréer sur Terre qui est intéressant. Mais je pense qu'on peut vraiment être à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle dans certains secteurs de marché. Et je crois que ça sera quelque chose qui sera une évidence dans quelques années de cela. Quand est-ce qu'on attend le lancement de Rêve One ? Donc on est prévu aujourd'hui fin 2025. Un élément clé, c'est pas tant notre planning de production pour le véhicule, mais les dates de lancement. Donc c'est en discussion avec les lanceurs. On annoncera l'année prochaine les lanceurs que nous avons sélectionnés. Et on a de très bonnes conversations en ce moment pour fin 2025, comme je vous le disais. Merci beaucoup Nicolas Gaume d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la dernière émission pour l'année 2022. On se retrouve dès janvier pour de nouvelles émissions avec les acteurs de l'actualité du secteur spatial. On souhaite aussi, avant de terminer, bon vent à notre productrice Joséphine Dacoury. Merci d'avoir accompagné cette émission avec toujours, si on peut le dire, des étoiles dans les yeux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite et passez bonne fête sur Smart.